Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Éric Defer, cofondateur de Blue Observer, une plateforme océanographique visant à décarboner justement l'océanographie. On reviendra notamment sur l'expédition menée en Atlantique Nord et Sud l'an dernier. Pour notre débat, on va détailler les enjeux de la transformation écologique du secteur du textile avec l'exemple de la marque Petit Bateau qui veut rendre son modèle plus circulaire et éco-responsable. Et puis, dans Smart Ideas, vous découvrirez les marmites volantes pour l'entreprise qui veut prouver qu'une restauration collective à la fois gourmande et responsable est possible. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti, c'est Smart Impact. L'invité de ce Smart Impact, il est avec nous en duplex. Éric Defer, bonjour, bienvenue. Vous êtes navigateur, plusieurs courses au large, quelques records à votre actif. D'ailleurs, vous êtes à bord de votre bateau, qui est quand même un sacré bateau. Il s'appelle Iris aujourd'hui. C'est l'ancien Adrien de Jean-Luc Van Eden, c'est ça ? Oui, un bateau qui a gagné le Tour du Monde à l'envers en 2003 avec Jean-Luc Van Eden et donc qui a été construit à cette fin à l'origine, quoi. Et aujourd'hui, on l'a remanié pour en faire un navire d'océanographie. Et vous étiez à bord pour ce record du monde à l'envers, si je ne me trompe. Il tient toujours ce record ? Alors le record en 122 jours, il tient toujours. Et non, j'étais pas à bord parce que c'est un record qui a lieu en solitaire. Et donc, normalement, je pense que Jean-Luc était tout seul. Ouais. Sinon, ce record n'aurait pas été homologué. Mais vous avez, vous aussi, pas mal de transats, de records à votre actif. Qu'est-ce qui fait que vous décidez de vous lancer avec Blue Observer dans cette plateforme océanographique d'un nouveau genre? C'était quoi votre idée? Eh bien, bon, comme souvent dans la vie, hein, c'est une histoire de rencontre. Et de mon côté, elle a eu lieu en 2016 avec un biologiste qui s'appelle Pierre Molot et avec lequel on a mené différentes expéditions autour du plancton entre 2018 et 2020. Et puis, il se trouve que en 2021, il y avait une demande d'un réseau mondial qui s'appelle le réseau Argo. Donc, le réseau Argo, il faut imaginer que c'est un ensemble d'instruments de mesure qui travaillent tous les jours dans l'océan. Et donc, on a répondu en gros à un appel d'offres et c'est un peu l'origine de Blue Observer, la partie instrumentation physique du coup, prise de mesure. Et avec donc cette logique de décarbonation de l'océanographie. C'est vraiment ça, l'originalité et même le côté unique de cette expédition ? Oui, ben, effectivement. Alors la voile présente pas mal d'avantages. Le premier avantage est qu'il n'y a pas besoin effectivement, on a une autonomie hyper grande vu qu'on n'a pas besoin. On navigue avec le vent. On peut naviguer 100 jours sans s'arrêter, sans avoir besoin de refueler. Et donc ça laisse une grande autonomie. Et en plus de ça, effectivement, il faut imaginer qu'on a consommé sur une expédition de 100 jours, 700 litres de gasoil, ce qui représente même pas un tiers de ce que peut consommer un navire à la journée, quoi. Donc c'est vraiment dérisoire. Ouais. Ah oui, c'est vraiment incomparable. C'est-à-dire que c'était 120 jours de mission, 96 jours de mer, si j'ai bien préparé l'interview. Vous avez affronté pas mal de gros temps. Après, on reviendra aux objectifs scientifiques, mais racontez-nous un peu cette expédition. Oui, bien. Alors, pour ma part, un des premiers challenges a été déjà de monter un équipage et de piloter un équipage dans un cadre autre que la performance. Donc là, on était dans un cadre d'océanographie. Et c'est vrai que, bien, imaginez, on a vécu à 6 pendant 100 jours, les uns sur les autres, dans un espace de 5 mètres carrés. Et donc, tout ça, ça reste quand même des aventures humaines très, très fortes. Et là, mon premier objectif, c'était déjà de maintenir une cohésion d'équipage et que tout se passe bien, quoi. Et donc, il y a eu quoi ? Il y a eu un peu de gros temps, forcément, quand on navigue pendant 96 jours en Atlantique Nord et Sud, c'est pas forcément une mer calme, quoi. Non, il y a eu des tempêtes, on avait pris 40, 50, 55 nœuds. Il y a eu des zones d'orage aussi au niveau de l'équateur. On a passé 6 fois l'équateur, donc on a vraiment eu des nuits d'orage
hyper importante et hyper impressionnante. Mais ça va, on avait un des meilleurs bateaux au monde pour faire ça, avec de l'autonomie, un équipage vraiment soudé. Et on peut dire qu'on a fait face à tout ça avec panache. Et donc, cet objectif scientifique, vous nous avez présenté le réseau Argo, on va y revenir peut-être un peu plus en détail, mais votre mission, c'était quoi? Notre mission, c'est donc de déposer à des endroits précis des systèmes autonomes, donc des flotteurs, en gros des profileurs, qui vont mesurer une colonne d'eau. Et donc, nous, notre mission, c'était d'aller de point en point pour comme les semer, si vous voulez, dans l'océan, afin d'avoir un système, un réseau Argo le plus homogène possible sur la partie océan Atlantique Nord et Sud. Et ce réseau Argo que vous nous avez détaillé, c'est quoi? C'est une sorte de vigie du réchauffement, de son impact sur l'océan. Toutes ces flotteurs là que vous avez déposés de point en point, en quoi ils vont nous aider à mieux comprendre le réchauffement climatique aujourd'hui? Alors déjà, il faut comprendre que ça a été vraiment une révolution, hein, il y a une vingtaine d'années dans l'océanographie à la voile, parce que du coup, on avait des prises de mesure constantes et permanentes et autonomes. Et donc, on n'avait plus besoin d'envoyer des bateaux. Vous voyez? Et effectivement, c'est des flotteurs principalement qui vont mesurer température et salinité. Donc, imaginez sur une période de 25 ans, ça donne vraiment des graphiques et un historique, si vous voulez, du réchauffement océanique. Et ça permet, alors ça a deux grands points importants qu'il faut retenir. Alors le premier, effectivement, ça rentre dans les rapports généraux du GIEC parce que c'est des prises de mesure qui sont en open source et souvent utilisées par la communauté scientifique. Et deux, ça vient aider à la constitution de vos bulletins météo jusqu'à 40%. La donnée de Argo vient jusqu'à 40% dans le bulletin météo. Par exemple, il faut bien savoir, par exemple, la température de l'eau au-dessus de 30 degrés, elle peut être cyclonique. Et donc, ça permet de voir les formations cycloniques et les systèmes ainsi. Alors, vous nous l'avez dit, en équipage. Il y avait des scientifiques à bord. Est-ce qu'il y avait besoin de scientifiques à bord pour une mission comme celle-là? Alors, on n'a pas fait, nous, on fait on n'a pas un scientifique pur, on a des profils mixtes, marins et scientifiques. Et après, on ne fait pas d'analyse en mer. Nous, on collecte de la donnée, on la conserve, si c'est de la donnée biologique, si c'est de la donnée physique, pareil, on la conserve comme du data. Et puis, on la ramène à terre, mais tout le traitement se fait à terre. Mais c'est vrai que dans l'équipage, on a quand même des profils mixtes, marins et scientifiques, marins et médiaman, marins et cuistots. Oui, on est toujours un peu Shiva hein, quand on est sur un bateau. Est-ce qu'il y a d'autres expéditions, d'autres missions en projet pour Blue Observer? Oui, il est prévu que nous repartions en fin d'année dans l'océan Indien, via le Cap, avec toujours une partie d'instrumentation pour le réseau Argo. Et puis là-dessus, il y a associé d'autres missions pour d'autres laboratoires scientifiques autour de la microbiologie, des plastiques et d'autres projets comme ça. Et alors justement, c'est une question qu'on doit assez souvent vous poser sur l'évolution de la pollution dans l'océan. Alors, on ne la voit pas forcément au milieu de l'océan. Souvent, c'est plutôt aux embouchures des fleuves. Mais est-ce que vous percevez quand même la dégradation de la situation et l'accroissement de la pollution plastique dans l'océan ? Effectivement, il faut voir que les grosses concentrations sont liées à ce qu'on appelle dans les panaches des sorties de fleuves, hein, donc l'Amazonie, le Congo ou d'autres plus près de chez nous. Mais oui, on voit de la partie macroplastique, donc ce qu'on peut voir à l'œil nu est quand même plus conséquente qu'il y a 20 ans. On en voit plus. Tout comme les algues, on parle des sargasses. Vous voyez, il y a 15 ans, 15-20 ans, il n'y avait pas de sargasses. Aujourd'hui, on traverse l'Atlantique au niveau tropical, on tombe sur des bancs de sargasses impressionnants. Donc oui, il y a plus de macroplastique, il y a plus de sargasses, et on sait que effectivement, c'est pas allé dans le bon sens, dirons-nous. Un dernier mot, Éric Defer, pour parler de cette aventure. On va pouvoir la découvrir dans un documentaire intitulé Le défi d'Iris, c'est ça? Il sort bientôt? Où est-ce qu'on pourra le voir, ce documentaire? Alors, on a une première diffusion grand public le 27
le 27 juin à Brest, dans les locaux de la PAM. Et d'ailleurs, à ce sujet, je remercie grandement un de notre partenaire, à Ludium, qui est à nos côtés, qui nous a aidés sur toute la post-production du documentaire. Et donc voilà, c'est la première diffusion publique le 27 juin à 18h dans les locaux de la PAM à Brest. Voilà, pour découvrir votre aventure à bord d'Iris pour ce réseau Argo. Merci beaucoup Éric Defer. Bon vent à vous, bon vent à Blue Observer. On passe à notre débat tout de suite, le secteur du textile au programme. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Comment la numérisation peut faciliter le passage à une économie plus circulaire? Voilà ce que l'on va voir ensemble dans le secteur du textile, avec un focus sur le textile, tout de suite avec Renan Devillers. Bonsoir, bonjour, bienvenue. Vous êtes le PDG d'OSS Venture. Et puis avec nous en visioconférence, en duplex, Jean-Marc Guillemet, directeur des opérations de Petit Bateau. Bienvenue à vous aussi. Une présentation d'OSS Venture pour commencer, c'est quoi? Donc OSS Venture, c'est un venture builder qui a été créé il y a 3 ans et demi. Alors un venture builder, c'est le même business model qu'un fonds d'investissement. Donc notre métier, c'est de détenir des parts d'entreprises tech à très forte croissance. La particularité d'un venture builder, c'est qu'au lieu d'investir dans des boîtes qui existent déjà, on crée des boîtes qui n'existent pas. Okay. Et la petite différence qu'on a, c'est qu'on co-crée des entreprises avec des industriels et on ne fait de la tech que pour notre tissu industriel en France et en Europe. Ok, et donc on va voir en détail ce que vous avez créé ensemble, parce que c'est vraiment un projet commun avec Petit Bateau. Jean-Marc Guillemet, Petit Bateau, marque centenaire, fondée en 1920, qui fait évoluer son business model. C'est ce qu'on va raconter ensemble là, pendant ce débat. Et ça se fait étape par étape. Quel était le premier, peut-être la philosophie de ce changement de business model et le premier défi à relever? Ouais, bonjour à tous. Donc, Petit Bateau, alors je me permets même de rappeler que nous sommes nés en 1893 et le site historique de Troyes, où je suis actuellement, a été fondé en 1893. Donc, on a le plaisir de fêter nos 130 ans cette année. Petit Bateau, pourquoi réinventer le modèle? Eh bien, c'est d'abord un principe qui nous saute aux yeux il y a 4 ans maintenant, qui est qu'on ne peut plus produire comme autrefois dans le textile. Et produire comme autrefois, c'était produire sur base de prévision, avoir beaucoup de stock et puis essayer de vendre au mieux. Et puis après, écouler la marchandise comme on pouvait via des soldes ou des magasins d'usine. Le modèle, il est révolu, surtout dans un contexte de plus en plus fluctuant, de plus en plus incertain. Et donc, nous décidons, il y a 4 ans, de changer de modèle et de se mettre à produire au plus juste. C'est-à-dire d'être capable en cours de saison de reproduire les modèles qui vont plaire le plus à nos clientes et en particulier en s'appuyant sur cette usine française. Et donc, on est capable aujourd'hui de produire 30% de ce qui va être vendu dans une saison, eh bien, pendant la saison de commercialisation, en ayant complètement revu la façon de produire et en particulier en investissant dans notre outil industriel. Vous avez là sous les yeux une imprimante numérique, une imprimante jet d'encre. On a été les premiers en France à être capables d'imprimer comme ça sur notre tissu emblématique qu'on appelle la maille. Et cette imprimante nous permet de faire aujourd'hui plus de 400 000 mètres d'imprimés tous les ans en étant très rapide. On est passé de 3-4 mois de développement à 1 mois. On est passé de 3-4 semaines de production sur ce genre de tricot imprimé en 1 semaine et même 1 journée quand nous avons vraiment des urgences. Donc c'est une révolution digitale. Pardon Jean-Marc Guillemet, je vous interromps un petit peu. Ça veut dire que vous avez réinternalisé cette impression. C'était ça déjà le point de départ. Oui. On est déjà unique en France puisque nous avons toute la chaîne de valeur intégrée, du tricotage en passant par la teinture, l'ennoblissement, la coupe et la confection. Ça n'existe plus du tout en France, ce genre d'industrie. Il nous manquait un maillon, l'impression, et donc nous avons décidé de réinternaliser ces productions qui étaient sous-traitées jusqu'alors en investissant dans le futur avec donc cette machine dont je viens de vous parler. Renan Devillers, je reviens vers vous avec ce partenariat entre OSS Venture et Petit Bateau. À quelle étape de cette évolution, transformation du business model vous intervenez ?
Je pense qu'on s'est connus il y a 2 ans déjà avec Jean-Marc. Et nous, chez OSS Venture, on est assez pragmatique. On dit, c'est les clients qui savent. C'est les clients qui ont ce qu'on appelle dans notre jargon les pain points, les choses à régler. Et un des pain points qui est à peu près vrai partout dans le textile, c'est le contrôle de la qualité du tissu. Et en fait, le contrôle de la qualité du tissu, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Notamment parce que la taille des mailles, en fait, un trou, c'est quoi? C'est une maille qui est plus grande que les autres. Mais du coup, comment c'est qu'on définit un trou qui est trop grand, plus petit, etc. Et alors, c'est encore plus compliqué si jamais il y a des retours de clients et que là, il n'y a pas de standard. Et en fait, ça, c'est le cas d'utilisation de l'intelligence artificielle et notamment de ce qu'on appelle le computer vision. Et donc, quand on a commencé à collaborer avec Jean-Marc, on a juste fait le tour de l'usine et on a écouté tout le monde. Et quand on a écouté tout le monde, il y avait ce truc-là, les trous, le contrôle de la qualité du tissu. Et la deuxième chose, c'était les compétences. Parce que ce dont Jean-Marc parle, c'est une révolution totale dans une usine, de remettre des métiers, de réengager des gens sur des métiers qui n'existaient peut-être plus en France et dans le tissu industriel. Donc c'était vraiment les deux choses. Et il se trouve que sur la première, en fait c'est une co-construction, c'est-à-dire qu'on a fait venir quelqu'un qui était revenu des États-Unis, qui bossait dans un équivalent des GAFAM, pour bosser à 3 dans l'intelligence artificielle pour regarder ça. Pour la deuxième partie, la compétence des collaborateurs, on avait déjà vu ça chez les industriels et donc on avait une solution Mercatim qui avait déjà été développée, qu'on a commencé à co-construire. Alors on va y revenir en détail sur ces deux aspects. Le premier aspect donc avec ce rôle de l'intelligence artificielle, donc vous avez co-créé, parce que vous dites vous avez co-créé une start-up qui s'appelle Automi, c'est ça? Et alors, qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi? Je vais être basique, c'est quoi? C'est des caméras reliées à de l'intelligence artificielle qui détectent les défauts de la maille, c'est un peu ça? C'est ça, et surtout, en fait, une caméra, ça s'arrête jamais, ça se fatigue jamais, c'est répétable. C'est-à-dire ça fait tout le temps le même boulot et c'est capable de détecter tous ces écarts. Et donc, Automi, c'est quoi? C'est vous prenez n'importe quelle caméra, donc Automi fait pas les caméras, vous prenez n'importe quelle caméra et vous mettez le flux vidéo sur Automi. Et ce qui est très important pour nous, c'est que c'est les collaborateurs et les collaboratrices qui disent à Automi, ça c'est un trou, ça c'est pas un trou, ça c'est un défaut, ça c'est pas un défaut, voilà ce que vous avez, voilà ce que vous avez pas. Pourquoi? Parce que c'est les gens sur le terrain qui savent. Et une fois que les gens sur le terrain, ils ont entraîné cette caméra, en fait la caméra, elle est 24/7, elle regarde tous les défauts et les gens, les collaborateurs, les collaboratrices, ils peuvent aller sur des tâches à plus haute valeur ajoutée parce que dans cette nouvelle façon de faire dans l'industrie, il y a plein de choses à faire et donc rester devant un métier à tisser pour regarder s'il y a des défauts, c'est pas comme ça qu'on va créer le futur de l'industrie. Et puis c'est pas le métier le plus intéressant, on le comprend bien. Jean-Marc Guillemet, comment ça fonctionne? Vous en êtes à quel stade de l'utilisation d'Automi? Alors, on est effectivement sur nos métiers à tricoter, avec un essai sur un métier et puis après, progressivement, un déploiement sur une douzaine de métiers les plus importants qui produisent les tricots les plus utilisés chez nous pour être capable, comme l'expliquait Ronan, de piéger le défaut au plus tôt. Et puis après, on va, grâce à cette intelligence artificielle, décider du devenir de ce défaut. Est-ce qu'on le laisse continuer dans la chaîne de valeur et on va le piéger plus tard, ou est-ce qu'immédiatement on isole et on met de côté le tricot défectueux? Ce qui est génial, c'est que ça nous permet d'améliorer encore plus la qualité de nos produits. Ça nous permet évidemment de réduire les coûts de non-qualité matière. Et puis, on fait du bien aussi à l'environnement puisque à chaque fois qu'on a un défaut, c'est potentiellement la matière qu'on est après obligé de jeter. Donc, on a gâché quelque part de l'énergie, des matières premières pour rien. Donc, c'est vraiment une aide très importante pour nous améliorer en termes de performance. Renan de Villiers, donc l'autre pilier dont vous nous avez parlé, c'est cette solution numérique qui s'appelle Mercatim. De quoi il s'agit? Alors Mercatim, c'est quelque chose d'assez marrant. C'est la deuxième boîte qu'on a créée, donc il y a un peu plus de 3 ans. Et on allait dans les usines. Nous, on est encore une fois des gens très pragmatiques. On se fait 2-3 usines par semaine. Et on va littéralement dans les usines et on écoute les gens, on leur dit qu'est-ce qui ne vaut pas. Et en fait, on s'est rendu compte que tous les managers, ils ont un Excel. Et dans l'Excel, en ligne, il y a le nom des gens. Et en colonne, il y a les postes de ce qu'ils savent faire. Pourquoi? Parce que quand vous avez une équipe de 20 personnes, qu'il n'y a pas tout le monde qui sait opérer toutes les machines, et qu'il y en a 4 qui demandent les vacances en même temps, comment est-ce que je fais pour les donner, pas les donner, faire le planning, etc. On s'est rendu compte qu'ils avaient tous ça. Ça, c'est la première chose dont on s'est rendu compte. La deuxième chose dont on s'est rendu compte, c'est que la gestion de carrière de ce qu'on appelle nous les cols bleus, et alors nous on est amoureux des cols bleus,
c'est à un niveau en moyenne qui est nul. C'est-à-dire que c'est pas assez bien géré, on ne sait pas qui sait faire quoi, on valorise pas, il n'y a pas cet amour du beau geste. Alors, dans le luxe, évidemment, ça existe, mais dans les autres métiers manuels, alors petit bateau étant un peu une exception, mais dans les autres métiers très manuels, il y a cette dévalorisation de ce qui pourtant est une énorme richesse. Dans l'industrie, ils recrutent énormément. Donc on a vu ces deux choses-là, et on a dit, OK, on va filer aux managers la possibilité de reconnaître les compétences de tout le monde et de faire son planning de façon automatisée. Et on va filer au col bleu la possibilité de reconnaître les compétences de chacun, de dire moi j'ai envie d'aller par là, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de savoir faire ça. Et donc de faire cette gestion de carrière qui est aujourd'hui un standard chez les cols blancs. Vous allez dans une tour à la Défense, en moyenne il y a ça qui est fait. Vous allez dans une usine, dans une des 55 000 usines françaises, en moyenne ça s'est pas fait. D'accord. Jean-Marc Guillemet, comment vous l'utilisez? Je crois que c'est déjà déployé sur 2 sites de production. Ça permet, il y a aussi une logique de transmission de savoir qui est un enjeu important pour un métier comme le vôtre. Oui, exactement. Si on parle de la confection, qui est vraiment un métier de savoir-faire, où on a d'ailleurs notre propre école de formation. On va prendre des gens qui viennent d'horizons très divers et on va les former pendant 12, 18 mois pour qu'ils apprennent ce métier et qu'ils apprennent les 10, 20, 30 opérations élémentaires qui vont au final permettre d'avoir une confectionneuse, expérimentée. Cet outil Mercatim, au sein de notre atelier de confection, va nous permettre de suivre l'évolution des compétences de chacun de nos collaborateurs, de penser à du recyclage aussi éventuellement. Donc c'est une aide précieuse et comme l'expliquait Ronan, ça va bien au-delà de l'outil Excel qui était souvent à l'apanage de chaque chef d'équipe sans avoir une vision consolidée au niveau de l'atelier. Là, ça nous permet à tout niveau d'avoir le bon niveau d'agrégation pour gérer au mieux ces compétences. C'est donc effectivement des compétences mieux gérées pour nos opératrices et puis une performance globale au niveau de l'atelier qui est accrue, qui est simplifiée. Jean-Marc Guillemet, un dernier mot, il nous reste un peu plus d'une minute pour quand même, parce que je parlais des étapes, mais ça touche encore peut-être plus au business model. Vous créez votre place de marché, votre marketplace de location de vêtements pour enfants. Donc là, on commence à passer de la possession à l'usage. Effectivement, quand on bascule dans un modèle d'affaires circulaire, eh bien, on se dit que quand on fabrique des produits durables et des produits qui durent plus longtemps que leur usage, il est malin de proposer de nouveaux services. On proposait déjà un service omnicanal sur la seconde main. Eh bien, c'est aussi de la location de vêtements que nous proposons depuis novembre pour les bébés qui vont changer 5 à 6 fois de taille la première année. Eh bien, nous proposons de la location de vêtements. C'est opéré de notre site logistique de Buchères, donc ici basé aussi à Troyes, et ça nous permet vraiment de basculer dans ces nouveaux modes de fonctionnement. Et ça, c'est issu aussi de discussions qu'on a eues avec Ronan il y a 2 ans pour intégrer ces nouveaux modes de fonctionnement. Donc si je peux me permettre de rajouter un mot, au-delà des outils que propose Ronan et OSS, pour nous c'est un état d'esprit différent qui est apporté et ça nous fait du bien, nous, à l'industrie, que des startups, que des boîtes qui se créent comme ça s'occupent de nous et nous aident à transformer nos modèles. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart. On passe à Smart Ideas, la restauration collective au Mines. Merci Jean-Marc. La bonne idée du jour, elle est signée Ariane Delmas. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice des Marmites Volantes. Vous étiez 4 à l'origine, créée en 2012. Avec quelle idée de départ? Racontez-moi. L'idée de départ, c'était de créer un restaurant autrement, où on ne travaille pas le soir, pas le week-end. Ouais. On n'a pas de congélateur et pas de micro-ondes dans la cuisine. À l'époque, on ne parlait pas de restauration à impact, on ne parlait pas forcément de restaurant engagé. Mais le mot-clé, c'était un restaurant autrement, où on met aussi le respect des salariés comme un point clé de l'entreprise. Dans la démarche, on s'est très vite retrouvés tous les 4 autour de 4 engagements très forts qui sont toujours présents dans l'entreprise, qui sont les approvisionnements responsables. Donc on cuisine des produits bruts, locaux, de saison, majoritairement issus de l'agriculture biologique. On fait de la livraison en entreprise, à vélo, avec des livreurs qui sont salariés des Marmites Volantes. On livre dans des contenants consignés, donc on est très engagé dans une démarche de zéro déchet, à la fois dans la partie vente à emporter, mais aussi dans la partie livraison. Et puis enfin, on parle de préservation des ressources humaines.
la restauration, c'est connu pour être un univers plutôt impitoyable avec ses salariés et on démontre que c'est pas du tout une fatalité. Ouais. Et avec un engagement aussi dans la restauration collective, notamment des cantines scolaires, avec ce défi de rendre la restauration collective plus responsable. Vous avez ouvert, je crois, il y a 6 mois, une cuisine centrale à Saint-Denis. Déjà, quand on crée un site comme celui-là, quel principe vous avez mis en place et pour en faire quoi? C'est quoi l'idée? Eh ben, en fait, cette activité de restauration collective scolaire, donc, qui consiste à livrer des repas dans des écoles tous les jours, en fait, elle est issue de notre premier métier qui était la restauration et la livraison en entreprise. Donc aujourd'hui, on a construit une cuisine centrale, effectivement, pour faire face aux demandes croissantes de clients, à la fois d'écoles privées, mais aussi de marchés publics. Et donc, on a construit une offre de cantine scolaire avec des produits bruts, cuisinés, avec de l'amour. C'est les mêmes principes que, c'est les mêmes dans principes, le restaurant. livrés, sauf que c'est pas des marmites, c'est des bacs inox avec des standards de taille. Et puis on livre à vélo, donc on est sur une cantine scolaire qui est gourmande, durable et compétitive en prix sur le marché de la restauration collective scolaire. Ça, c'est important ce que vous dites. Comment vous tenez, parce que l'équation, elle peut sembler impossible, comment vous tenez la durabilité, le fait de vous fournir auprès d'une majorité d'exploitants qui font du bio ou du responsable et des prix compétitifs? En fait, un des aspects de notre modèle économique, c'est que dans la construction même de l'entreprise, on ne vise pas un profit énorme, on vise la rentabilité qui permet la pérennité de l'entreprise. Mais aujourd'hui, notre objectif, c'est de faire une cantine scolaire qui est gourmande, profitable, mais qui ne rémunère pas forcément beaucoup d'actionnaires. Et c'est une grosse différence vous avec... Vous êtes une entreprise ESUS, il faut Absolument, le dire. on est une entreprise à statut SAS, mais reconnue d'utilité sociale, donc avec le label ESUS. Donc c'est vrai que notre rentabilité, elle est à la fois fondamentale, parce que c'est ça qui fait qu'on existe depuis plus de 10 ans, mais elle est au service d'une réussite partagée de l'entreprise et pas dans l'objectif de verser des dividendes aux actionnaires. Et ça crée un peu un modèle économique quand même centré sur une chaîne de valeur qui est plus le partage pour les clients, c'est-à-dire les enfants, mais aussi les salariés, les fournisseurs. C'est tout notre écosystème qu'on emmène dans notre chaîne de valeur. Il y a d'autres cuisines centrales comme ça en perspective? Absolument, on est en train d'en signer une autre dans l'Est parisien, puisque l'idée, c'est d'avoir des cuisines qui soient de taille petite. Alors, 2000-2500 repas jour, ça a l'air gros pour les particuliers, mais il faut savoir qu'en restauration collective, à côté de nous, il y a des acteurs qui ont des cuisines qui font 60 000 repas jour. Donc 2000-2500 repas jour, c'est plutôt petit. Et l'idée, c'est d'avoir plutôt des entités pas très grandes, très ancrées dans le territoire pour pouvoir garder la livraison à vélo comme axe principal et puis créer de l'emploi sur les territoires pour que les gens ne traversent pas forcément l'Île-de-France pour venir travailler. C'est des horaires qui sont un peu en décalé. On commence très tôt pour que les enfants puissent se régaler à 11h30 tous les jours. Un mot de la gestion des déchets pour terminer? Eh bien, justement, l'idée au départ, c'était d'être dans des contenants consignés pour notre activité de traiteur. On l'a décliné. Donc aujourd'hui, on livre les repas dans des bacs en inox qu'on dépose dans les écoles. Et nos livreurs récupèrent les bacs vides de la veille. Du coup, dans notre cuisine centrale, on a dû dédier une pièce entière qui s'appelle la laverie retour pour laver des bacs inox. C'est très différent si on faisait de la barquette jetable, puisqu'on n'aurait pas de retour. Merci beaucoup Ariane Delmas et bon vent aux marmites volantes. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je vais remercier Louise Perrin à la programmation et à la production assistée de Marie Billat, Raphaël Morel, le réalisateur Thibaut Goury-Lafont pour le son. Merci à toutes et à tous de votre fidélité.